Histoire de l'église de Don Charles Poulet, troisième partie, chapitre 6, la papauté et les nations, 2, les concordats allemands, suite. D'autre part, les anates supprimés seraient remplacés par une taxe raisonnable à percevoir tous les 2 ans. Sans doute, il y avait des inconvénients à ce concordat. La connaissance insuffisante des personnes et des conditions locales exposait le pape à de grandes et nombreuses erreurs dans les choix qu'il aurait à faire. Mais d'autre part, la mainmise de la noblesse allemande était un plus grand mal encore. Ces 2 lacunes et le manque d'éducation sacerdotale du clergé allemand feront que, 60 ans plus tard, des centaines de titulaires de bénéfices se détacheront de l'Église pour passer à Luther. Mais ce concordat scellait du moins le bon rapport de l'Empire avec la papauté. « 3. L'administration de l'Église romaine. En regard des nationalités organisées, la papauté dut aussi veiller à posséder un État réglé à la manière moderne. La centralisation qui s'opéra au XIVe et XVe siècle amena, dès l'époque d'Avignon, un renforcement de l'administration pontificale. On lit en note. Je lirai la note un peu après. On y distingue alors 3 institutions principales, la chancellerie, la chambre apostolique et la pénitencerie. Premièrement, l'ancienne chancellerie comprenait les divers bureaux qui expédiaient les lettres pontificales. À sa tête se trouvait le vice-chancelier duquel relevaient les collèges de scribes. Le plus en vue fut celui des abréviateurs du parc majeur qui dressait la minute, ou l'esquisse des bulles pontificales. Il se recruta au XVe siècle parmi les humanistes. Deuxièmement, la chambre apostolique est constituée par l'ensemble des bureaux où se traitent les affaires financières. Le cardinal Camerlingue la dirige, véritable ministre des Finances. Sous ses ordres, les collecteurs apostoliques perçoivent à travers la chrétienté toutes les redevances, non seulement celles imposées aux bénéficiaires, mais les décimes et indulgences. Leur rôle s'amplifie souvent pour devenir politique et diplomatique. De même, le Camerlingue est le principal conseiller du pape. Sous lui, des secrétaires rédigent la correspondance politique et les lettres secrètes. Troisièmement, la pénitencerie s'occupait de ce qui concerne le retrait d'une censure ecclésiastique, excommunication, suspense et interdit, la levée d'une irrégularité empêchant d'exercer les fonctions sacrées, enfin les dispenses de mariage, l'absolution des cas réservés, les indulgences. De la pénitencerie qu'il réorganisa, Eugène IV aurait voulu faire l'instrument des réformes projetées. Mais ces fonctionnaires pontificaux formaient une classe sociale ecclésiastique, celle des curiaux, dont beaucoup étaient mariés, et qui firent de Rome une cosmopolis chrétienne. Mais par le souci trop exclusif qu'ils prirent des choses temporelles, ils sécularisèrent plus ou moins la curie, et souvent ils soutinrent le Sacré Collège dans ses vues ambitieuses. On lit en note sur la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Par ses victoires d'Orléans et de Patay, la bergerette de Don Rémy avait sauvé la France du péril anglo-bourguignon et fait sacrer Charles VII à Reims. Prise à Compiègne, elle avait été condamnée au bûcher avec la complicité du vice-inquisiteur de France, Jean Lemaître, en 1431. On attendit 20 ans avant de réviser le procès. Une première enquête officielle eut lieu en 1450 et un rapport fut envoyé à Nicolas V. Lorsqu'un an plus tard, en vue d'obtenir le retrait de la pragmatique
et la participation de la France à la croisade, Nicolas V envoya en France comme légat le cardinal d'Estouteville. Celui-ci voulut s'assurer la bienveillance royale en travaillant à la réhabilitation de Jeanne d'Arc. D'Estouteville ouvrit une enquête pour laquelle il s'adjoignit l'inquisiteur général en France, le dominicain Jean Bréal. Celui-ci interrogea les témoins et s'appuyant sur les rapports de deux jurisconsultes éprouvés, Paul Fontanus et Théodore de Lellis, composa un summarium, résumé des chefs d'accusation formulés par les juges de Rouen. D'après ces données, on rédigea un rapport qui fut envoyé à Rome au nom de la mère et des frères de Jeanne. Le nouveau pape Calixte III accepta la supplique et nomma 3 commissaires chargés de rendre une sentence définitive. Jean Juvenal des Ursins, évêque de Reims, Guillaume Chartier, évêque de Paris, Olivier, évêque de Coutances, auquel fut adjoint l'inquisiteur Jean Bréal. Après une nouvelle enquête, la réhabilitation fut prononcée solennellement à Rouen le 7 juillet 1456. C'est sur les conclusions de Jean Bréal que s'appuiera principalement Pie X pour prononcer la béatification de l'héroïne. Sur Jeanne d'Arc, voire surtout de Petit de Jules Ville, Jeanne d'Arc, dans la collection des Saints en 1900. Du révérend père Hérol, La vraie Jeanne d'Arc, 1893-1898. Dunant, Histoire complète de Jeanne d'Arc en 3 volumes en 1902. Étude critique sur l'histoire de Jeanne d'Arc en 3 volumes, 1904-1909. Gabriel Anoto, Jeanne d'Arc en 1912. Chevalier, l'abjuration de Jeanne d'Arc au cimetière de Rouen en 1902. Monseigneur Touchet, Jeanne d'Arc, 2 volumes en 1921. A. Lang, Jeanne d'Arc, traduction française, collection Nelson. Pour les sources, consultez Quicherat, procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc en 5 volumes de 1841-1849. De Champion, le procès de Jeanne d'Arc en 2 volumes en 1923. De Gasquet, Jeanne d'Arc, collection Les Grands Cœurs en 1931. De Hallessort, la reconstitution des églises après la guerre de 100 ans, 1934.